Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Basma Kodmani, qui est politologue, directrice de l'Arab Reform Initiative. Pour ceux qui ne connaissent pas ARI, c'est un consortium d'instituts de recherche du monde arabe sur les questions de la réforme et de la transition démographique dans cette région. Basma aussi est connue comme porte-parole du Conseil national syrien qu'elle a quitté en août 2012. Et donc Basma a été très engagée au sein du CNS, mais elle continue maintenant à l'être sous une autre forme. Donc elle nous dira peut-être en quelques mots quelle est son action aujourd'hui, puisqu'elle continue à être très engagée sur la question syrienne, bien évidemment. Donc nous allons l'écouter pendant une vingtaine de minutes pour lui demander quel regard elle porte aujourd'hui, quelle analyse elle fait de la situation actuelle, quels sont les rapports de force sur le terrain entre les acteurs. Il est frappant aujourd'hui de voir qu'on parle de la Syrie beaucoup plus aujourd'hui sous l'angle de la question de l'organisation d'État islamique et de moins en moins sur ce qui se passe réellement sur le terrain en Syrie. Et donc, raison pour laquelle il nous a paru important ici à l'IREMO de demander à Basma Kodmani de nous faire part de son analyse de la situation et qu'on arrête simplement de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays sous l'angle de cette organisation d'État islamique, même si ce phénomène est un phénomène évidemment important, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il nous paraît très intéressant, en tous les cas, d'entendre Basma sur la situation sur ce terrain. J'insiste sur ce point parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est aussi ça l'intérêt de cette rencontre. Donc, qu'en est-il de la situation? Qu'en est-il de la situation à Alep plus particulièrement, dont on a beaucoup parlé, dont on parle un petit peu moins. Donc je vais demander à Basma, pendant peut-être une vingtaine de minutes, de nous donner son analyse de la situation. Et évidemment, comme à chaque fois dans ce genre de réunion, vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez à notre invité d'aujourd'hui. Merci Basma. Merci beaucoup. Et bonjour, il y a beaucoup d'amis dans la salle que je salue. Et je veux surtout remercier l'IREMO, Jean-Paul Chagnolo, Chloé, et en réalité des amis qui sont à l'initiative de ces débats. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Nous avons parlé de la Syrie dans ces murs, dans le cadre de l'Université populaire. Mais c'était peut-être il y a 2 ans maintenant. Alors, je voudrais peut-être dire ce qu'est, non pas ma perception subjective, j'espère, mais mon analyse de où nous en sommes sur le terrain. Ce que je dirais est toujours orienté vers quelle est la sortie de cette situation. C'est surtout cela qui m'intéresse et je pense ce qui intéresse toute personne qui regarde la question syrienne. Comment s'en sortira-t-on? Est-ce qu'on s'en sortira? Eh bien, en tant que Syrienne, évidemment, ce n'est pas l'analyste et l'observateur ou l'observatrice que je peux être, mais c'est surtout la recherche de solutions qui me mobilise, qui me motive et qui m'occupe. Alors, je vais peut-être commencer, en effet, par faire un point sur l'état des forces sur le terrain. Parce que je pense que celle-ci parle suffisamment pour nous dire où sont les acteurs sur lesquels il est possible de compter pour changer cette situation aujourd'hui. Quand on décrit aujourd'hui la situation sur le terrain, l'état des forces sur le terrain, on décrit 3 acteurs. Voilà 3 ans maintenant que nous avons un combat triangulaire entre le régime, un mouvement qui était pacifique au début, qui lui-même s'est militarisé et qui s'appelle aujourd'hui, sous un label assez mou, on va dire, l'armée libre, c'est-à-dire les forces purement syriennes, nationalistes, qui sont animées par le désir d'en finir avec le régime dictatorial de Bachar el-Assad. Ceux-là, on les connaît depuis le début du mouvement, puisque ce sont les mêmes qui avaient manifesté pacifiquement. Et qui sont passés au combat militaire, comme on le sait, avec toutes les complications que cela implique. Je n'entrerai pas dans ces détails, mais plutôt on va prendre ces 3 catégories de façon large. Dans vos questions peut-être tout à l'heure, vous souhaiterez qu'on entre un peu plus dans le détail de certains aspects de cette
résistance nationaliste syrienne, et on l'appelle nationaliste non pas parce qu'elle est idéologiquement nationaliste, mais parce qu'elle est proprement syrienne, à la différence de groupes plus extrémistes qui ont fait venir des combattants de l'extérieur. Le troisième acteur, c'est donc cet affreux mouvement que l'on appelle, qui s'est autoproclamé État islamique, et que beaucoup de musulmans appellent l'État non islamique, puisque c'est pour eux la pire insulte que l'on puisse imaginer à l'islam. Et ce groupe est aujourd'hui a gagné du terrain de façon impressionnante et occupe peut-être un quart du territoire syrien, un peu plus. C'est possible qu'il aille jusqu'à un tiers du territoire. Je crois que c'est plutôt un quart. Les deux acteurs étant encore le régime et l'opposition. Mais le partage du territoire est malheureusement à peu près sous cette forme-là. Pas mal de cartes ont été publiées sur ce partage des zones de contrôle. On voit effectivement l'État islamique, l'État dit islamique, qui s'est étendu de façon impressionnante. Alors, si on veut un peu analyser comment ce mouvement s'est étendu, il faut tout de même regarder au cours à peu près de la dernière année, de l'année 2014. Si on remonte à une date qui est une date tournant dans le conflit, c'est la date de l'automne 2013, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an maintenant, au mois de septembre, lorsqu'il était envisagé de riposter à l'utilisation d'armes chimiques par le régime contre la population. Il était envisagé de riposter par des frappes aériennes, des frappes chirurgicales contre des objectifs du régime. Ces frappes n'ayant pas eu lieu, les dynamiques sur le terrain se sont développées de la manière suivante. Le régime a repris contrôle de certaines zones à travers le pays. Donc entre l'automne 2013, en réalité depuis une partie de 2013, mais surtout après l'automne 2013, lorsque les frappes n'ont pas eu lieu, le régime a repris la main dans certains points importants. Il a lancé quelques grandes offensives qui ont privé l'armée libre de sources d'approvisionnement, de voies de communication et de sources d'approvisionnement, et a donc reconquéri certaines poches importantes en Syrie. C'est à partir de la fin de l'année 2013 que ce mouvement que l'on appelle Daesh a commencé à grignoter de façon importante du territoire. Mais l'armée libre, à ce moment-là, à partir de janvier 2014, décide que oui, il faut combattre le régime. Bien sûr, on perd face au régime, mais cette espèce de monstre qui s'est installé est une fabrication du régime. Alors, ils ne vont pas rentrer dans le détail. Ils vous diront c'est une fabrication du régime. Il y a beaucoup d'éléments pour dire qu'il y a effectivement une connivence ou même une alimentation de ce mouvement, la création de ce mouvement à ses tout débuts, des éléments de ce mouvement qui ont été entraînés par le régime, formés, envoyés combattre en Irak. Bref, il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a effectivement au moins connivence ponctuelle, mais probablement plus large encore, entre le régime et le mouvement. Et ce mouvement s'est donc infiltré dans toutes les zones, dans beaucoup de zones qu'occupait l'armée libre, et l'armée libre voyait que c'était l'acteur qui allait lui poser le défi existentiel face au régime. C'est-à-dire que le régime n'arrivait plus à faire reculer l'armée libre dans les régions qu'elle contrôlait. Il ne peut que le faire que par les airs, en bombardant, mais que sur le terrain, la force qui pouvait menacer vraiment l'armée libre, c'était le mouvement Daesh. Alors, l'armée libre a mobilisé toutes ses forces à ce moment-là, entre janvier 2014 et l'été 2014, jusqu'en mai 2014. Pendant ces 5 mois, c'est très important de savoir que l'armée libre a repoussé
les forces de l'État islamique, l'État dit islamique, de zones importantes dans le nord du pays, y compris tout autour d'Alep, par exemple. C'était des zones où les civils, les militants civils démocrates, les acteurs de la société civile, les femmes avaient pratiquement disparu du paysage, puisqu'on avait de plus en plus une progression du mouvement dans ces zones-là. Or, l'armée libre les a combattus, parce qu'en fait, ce sont eux qui se sont pris les premiers à des chefs de l'armée libre. Ils ont assassiné des chefs de l'armée libre au début de l'année 2014. Donc, c'est ce qui a déclenché la guerre entre les deux parties. L'armée libre a fait reculer dans plusieurs zones et des points stratégiques, a fait reculer les forces de Daesh. La réaction du mouvement a été de se replier sur l'Irak. Et c'est en Irak que le mouvement a trouvé des alliances, des appuis au sein de la communauté sunnite, très frustrée du comportement du régime en Irak. C'est notre autre théâtre de conflits extrêmement complexe, mais qui est directement lié à la situation syrienne. Là, il va trouver des appuis et surtout des ressources considérables. Le gouvernement irakien contrôle mal son territoire, ses ressources, son pétrole, ses dépôts d'armes, et le mouvement s'empare de ressources financières, y compris en espèces, de zones pétrolières, de raffineries de pétrole et de dépôts d'armes très importants, y compris des armes antiaériennes, des armes lourdes, etc. Et il va revenir en force en Syrie. À partir de ce moment-là, à partir de juillet, il est évident que l'armée libre n'est plus en mesure de combattre un mouvement de cette taille. Le régime ne fait rien contre ce mouvement, mais absolument rien pendant tous ces mois-là. C'est-à-dire que toute l'année 2014, jusqu'à il y a un mois seulement, le régime n'a pas frappé une seule fois le mouvement Daesh. Ça, il faut toujours le rappeler, parce que quand on le pose en meilleur partenaire dans le combat contre ce mouvement, il faut toujours savoir que le régime n'a pas combattu ce mouvement, d'où le renforcement de cette conviction qu'il y a connivence. C'est évident. Pourquoi est-ce que le régime ne frappe pas? Et les colonnes de blindés de Daesh passent sans subir aucune destruction par les airs, alors que, comme vous savez, des barils sont lancés contre Alep, contre des villes, contre des populations civiles en permanence par le régime. Donc le régime ne fait rien. Le mouvement Daesh revient en force à partir de juin-juillet, et là, l'armée libre n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Les Américains eux-mêmes disent Daesh est devenu une véritable armée, et il va falloir une véritable armée pour combattre ce mouvement. Alors, d'où la coalition internationale que l'on connaît maintenant, qui a décidé qu'il fallait frapper par des campagnes aériennes le mouvement, essentiellement en Irak. Essentiellement en Irak, très peu en Syrie. En Syrie, c'est un théâtre secondaire par rapport à celui qui a amené la formation de cette coalition. Pourquoi? Parce que les États-Unis continuent d'être obligés de considérer l'Irak comme leur responsabilité, parce que c'est une situation qu'ils ont créée en 2003. Bon. Et M. Obama, aussi réticent soit-il, sait que la situation irakienne, c'est son problème, et que la situation syrienne, il peut encore essayer de ne pas en faire son problème. Donc la stratégie est entièrement définie par rapport au théâtre irakien, pas par rapport au théâtre syrien. Et pour quelque temps encore, on va continuer à vivre avec une absence de stratégie réelle sur la Syrie, et une stratégie, un peu les débordements de la stratégie en Irak. Et ça aura des conséquences, ça a déjà des conséquences. Donc les frappes sont entamées en Irak. Alors, militairement, on peut commencer à dire qu'il y a une espèce de théâtre d'opération qui est indissociable. Vous savez, pour l'Afghanistan, on disait l'Afghanistan et le Pakistan, ça n'était plus dissociable. Il fallait aller frapper les bases arrières des talibans au Pakistan pour pouvoir, et de Al-Qaïda au Pakistan pour pouvoir affaiblir le mouvement. Et on a le même phénomène aujourd'hui
En Afghanistan et Pakistan, on appelait ça AFPAC, le théâtre AFPAC. Donc pour les militaires, c'était devenu cela. Et aujourd'hui, il y a effectivement un théâtre qu'on pourrait appeler un théâtre d'opération qui s'appellerait CIRAC, qu'a baptisé ainsi un chercheur. Bien. Alors, ce théâtre d'opération, c'est certain qu'affaiblir les forces de l'État dit islamique en Irak va avoir des conséquences en Syrie. La campagne aérienne est indispensable, puisque personne sur le terrain ne peut venir à bout aujourd'hui de ce mouvement. Malheureusement, l'internationalisation s'est donc imposée. Elle s'est imposée aux acteurs de la communauté internationale, aux grands pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, en fait, éclipse la réalité du combat encore entre le régime et l'opposition. Pendant que la campagne aérienne contre Daesh a lieu en Irak et en Syrie, puisqu'il y a des frappes, notamment actuellement sur la ville de Kobani, le régime continue de frapper. Et a même triplé l'intensité de ces bombardements des forces de l'armée libre et des zones civiles. Donc, il n'y a aucun signal de la part du régime pour l'instant pour dire l'ennemi commun au monde entier maintenant, c'est aussi notre ennemi. Alors, ils le disent, mais sur le terrain, ils ne le font pas. Alors, ils frappent de temps en temps un petit peu... ils frappent un peu Daesh, mais en réalité, ils ont multiplié par 3 leurs frappes contre les cibles de l'armée libre et la population civile. Donc les barils continuent de tomber. Alors, ceux qui entendent dire le régime pourrait être le partenaire pour combattre Daesh disent mais au moins que le régime montre qu'il cesse de bombarder la population, qu'il se joigne vraiment à cette campagne contre Daesh, qu'ils disent on arrête, il y a un ennemi plus important. Or, rien ne s'est produit dans ce sens-là jusque-là. Donc, cela laisse la communauté internationale dans un non-dit sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du régime. Pour l'instant, c'est l'ennemi numéro 2 et l'ennemi numéro 1, eh bien, on va le combattre militairement. Et malheureusement, il n'y a aucune stratégie politique qui suit. Je pense que si aujourd'hui, tout le monde voit que Daesh est un ennemi, l'ennemi numéro 1, le plus dangereux pour la sécurité régionale, internationale, que ça produit des djihadistes dans le monde entier qui viennent et qui menacent la sécurité intérieure des pays, eh bien, je pense qu'il y a une erreur diplomatique à ne pas obtenir de la Russie et de l'Iran, qui sont les 2 principaux acteurs en Syrie, la reconnaissance que la coalition internationale aujourd'hui contre Daesh, c'est une opération de sécurité collective. C'est une opération qui rend service à tout le monde, et tout autant aux Russes et aux Iraniens qu'aux autres. Pas moins, absolument pas moins, parce qu'ils craignent autant Daesh que les autres. Donc, il faudrait aujourd'hui utiliser cet argument pour dire il est temps de chercher en parallèle une solution politique pour la Syrie. Il est temps, au lieu de dire coopérons avec le régime plutôt ou ignorons le régime, le problème n'est plus là. Le problème du régime aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement fatigué, il est très contesté de l'intérieur. Il y a pour la première fois des groupements alaouites qui publient des communiqués en disant ça suffit, nous avons servi ce régime, nous avons perdu 60 000 hommes sur une petite communauté de 2 millions. Vous voyez ce que c'est que 60 000 hommes dans cette tranche d'âge. Donc la communauté est décimée par la mort de ces jeunes dans cette tranche d'âge. Nous avons payé 60 000 morts, plus de 100 000 blessés, handicapés à vie, et pour que Assad conserve son siège. Donc il est contesté lui-même de l'intérieur. Au point de la cohésion de son système sécuritaire et politique, nous en sommes au point où il est beaucoup plus générateur d'instabilité
qu'il n'est capable de restaurer une stabilité. Donc, quelle est l'alternative aujourd'hui à Daesh? C'est, si on veut imaginer le régime ou l'armée libre, le régime génère de l'instabilité en plus. Autrement dit, plus il va durer, plus il y aura de la désintégration des institutions et des capacités sécuritaires de l'armée. Il reste l'État dans une coquille vide, si vous voulez, avec une famille qui a tout noyauté, mais il reste encore quelque chose qui s'appelle l'armée syrienne. Or, on ne sait pas combien de temps elle tiendra encore. On ne sait pas. Le jour où cette armée sera déclarée effondrée, c'est-à-dire que soit il y aura un mouvement massif de défection, soit tout simplement elle partira en bande, parce que c'est ça qui peut se produire, eh bien, nous n'aurons plus de Syrie, tout simplement. Donc, le prolongement de la situation est uniquement générateur d'instabilité. Il ne peut pas servir le régime. Il ne sert pas le régime. Il ne se fait pas en faveur du régime. Et c'est cela qu'il faut aujourd'hui saisir. Qu'est-ce que c'est que la reconstruction de la stabilité pour la Syrie? Il faut repartir à zéro. Il faut partir des forces extrêmement faibles et éclatées, fragmentées, que sont celles de l'opposition. Qui est la direction? Oh, ils se disputent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'ont pas vraiment construit d'institutions. Tout ça est vrai. Mais sur le terrain, il y a des forces qui, maintenant, ont compris qu'il faut former des groupements un peu plus larges. On ne peut pas être chef d'un petit groupe de 20 combattants. Ça ne marche plus parce que les batailles sont plus graves que ça, sont plus importantes que ça. Donc, les regroupements se font par nécessité, même sur le terrain. Malheureusement, c'est de ça qu'il faut partir. Et peut-être des restes de ce qu'on peut encore prendre chez le régime. Mais je dirais que le pôle autour duquel on peut construire une nouvelle stabilité, c'est plus l'opposition aujourd'hui que ça n'est le régime. Avec une aide essentielle, absolument vitale, qui doit venir de ce projet américain, européen, occidental et des pays de la région, bien disciplinés par les pays occidentaux, j'ajoute, très important qu'ils soient disciplinés par les pays occidentaux. Donc un groupement de pays qui fixe des objectifs clairs. La bataille aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a pas de plan politique. La formation de combattants par l'Amérique, c'est sans objectif politique annoncé. Or, dès l'instant où on veut travailler là-dessus, il faut dire qui est l'ennemi, il faut dire quel est le plan. S'il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas d'organisation claire possible. Et il n'y a pas d'engagement de gens, de soldats, de combattants, de ce qu'on voudra, dans quelque chose où ils tiendront. Ils peuvent s'en aller le lendemain, puisque s'il n'y a pas d'objectif clair. Donc, voilà, si vous voulez, une image un peu schématique de cette situation sur le terrain. La crainte, c'est plus le régime dure, l'État islamique, il sera écrasé, vous savez, c'est pas grand-chose. Parce qu'il n'a aucun soutien au sein de la population. Aucun. La population civile, les activistes, il y a un mouvement qui vient d'être lancé qui s'appelle le linceul blanc. Le linceul blanc. Et ce sont des activistes pacifiques qui ont décidé de s'attaquer aux représentants du mouvement Daesh, aux combattants et aux leaders du mouvement Daesh. Ils en ont tué plus de 100 jusqu'à maintenant. Ils sont partis de la région de Deir ez-Zor que contrôle le mouvement de Daesh et ils font sauter des voitures, voilà. C'est des pacifistes au début. Ils ont décidé que cet ennemi-là, il fallait absolument utiliser les moyens pour s'en débarrasser. Donc, on voit que dans la population civile, il n'y a pas de soutien à ce mouvement. On arrivera à bout de ce mouvement par des bombardements, mais aussi par un plan clair qui dit « voilà la Syrie de demain ». Parce que le mouvement de Daesh n'est rien d'autre qu'un cancer qui s'étend là où il y a du vide. Là où il y a quelque chose d'organisé, quelle que soit cette composante organisée, ça peut être un conseil local, ça peut être une société civile, il n'arrive pas à s'étendre. Il s'étend là où il y a du vide, là où le régime a laissé du vide, là où l'armée libre n'a pas réussi à contrôler, il a pu s'étendre. Mais dès lors qu'il y a des institutions, de la population, de la gouvernance, une forme d'organisation quelconque, ils sont rejetés. Donc, ils ne sont plus qu'un problème sécuritaire. Mais pour que ce soit le cas vraiment et pour qu'on en arrive à bout, il faut un objectif clair sur
qu'est-ce qu'on est en train de construire. Si on suggère à ces combattants depuis 3 ans et demi on va peut-être se rabibocher avec Assad, je ne pense pas qu'on arrivera à bout du mouvement Daesh. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser le temps à notre discussion. Merci beaucoup, Basma. Alors, j'ai profité de ma position d'animatrice de cette séance pour peut-être poser une première question et lancer le débat, qui est d'abord quand même la question qu'on se pose en t'écoutant. Pourquoi il y a cette absence totale de vision politique depuis quand même 3 ans et demi maintenant que la révolution a commencé, quand on a vu l'évolution sur le terrain. Donc, comment on est dans cette situation d'absence totale de politique et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Quelles sont les perspectives à partir de là qu'on pourrait essayer de dessiner? Et comment lutter contre cette idée qui commence maintenant effectivement à apparaître de plus en plus, selon laquelle il faudrait collaborer avec Bachar el-Assad contre Daesh, lorsque l'on s'aperçoit quand même qu'il n'a rien à offrir dans ce contexte. C'est clair et net. Et la description que tu en as faite est claire dans le sens où il n'a rien à offrir. Autant en 2003, 2004, 2005, il a effectivement lutté avec les services de renseignement occidentaux contre les djihadistes qui partaient en Irak et que les services étaient appuyés sur ce régime syrien. Autant aujourd'hui, on voit bien que ne contrôlant plus des grandes parties de ce territoire, il n'a plus la capacité d'aider les Occidentaux à lutter contre ces fameux djihadistes, qui est l'argument qui est avancé. Donc, comment aller contre cette idée qui est une idée qui est en train petit à petit de grignoter? C'est là où on a alors, l'absence de projet politique. Je crois que c'est peut-être l'aspect le plus étonnant dans cette crise, c'est que on déploie maintenant des moyens militaires considérables pour une campagne aérienne contre Daesh. Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que puisque les Russes et les Iraniens, qui sont les 2 acteurs qui bloquent une solution politique, au Conseil de sécurité, ça sera toujours la Russie. Et malheureusement, toute tentative, même sur un plan humanitaire, un plan d'accès humanitaire à la population, ne passe pas au Conseil de sécurité. Donc, c'est le moment de dire il nous faut coopérer cette fois-ci. Il faut sortir de la crise syrienne. Enfin, on ne peut pas imaginer une crise qui ait eu des répercussions sur la sécurité régionale et internationale à une vitesse aussi grande. Je n'ai pas le souvenir d'autres pays qui... Le Liban, quand on a connu 15 ans de guerre au Liban, il ne s'est rien passé dans la région, rien n'a bougé, parce que le Liban n'était pas assez important pour... les acteurs régionaux manipulaient qui voulaient manipuler, mais ça ne produisait pas cette instabilité régionale que l'on... Mais le conflit israélo-arabe est contenu par... jusqu'à nouvel ordre, mais il est contenu... au niveau de la surface. Il produit en souterrain tous les extrémismes qu'on peut imaginer et tous les dangers que l'on peut imaginer. Cette région est empoisonnée par le conflit israélo-arabe depuis 50 ans, bien entendu. Mais comme crise active, qui est chaude, si vous voulez, qui produit des effets sécuritaires graves pour la communauté internationale, je crois qu'on a une démonstration de la question syrienne comme le pays le plus dangereux du monde. C'est extraordinaire à quel point cette crise a eu comme répercussion. Bon, comment peut-on encore accepter que la Russie reste silencieuse sans dénoncer tous les jours son manque de coopération, son blocage, ça n'a rien d'idéologique tout cela. Or aujourd'hui, ils ont toujours dit, leur argument depuis 3 ans, c'est l'alternative à Assad, ça va être les islamistes. Alors on ne veut pas les islamistes au pouvoir. Eh bien c'est le moment, c'est exactement le moment. Il faut dire maintenant qu'on ne veut pas les islamistes au pouvoir, qu'on a maintenant un mouvement monstrueux et qu'on intervient pour renverser l'équilibre des forces sur le terrain. Et que la seule façon d'éviter les islamistes, autre que Daesh, on ne va pas tout mélanger, il y a des islamistes qui sont en Syrie, qui souhaitent un État islamique, plus ou moins, en général parce qu'ils ont été financés par des sources qui leur demandent ce type de discours. Mais grosso modo, il y a des éléments, effectivement, qui disent « Ah, ben, un État islamique, ça serait bien ». Bon, il y a suffisamment de forces démocratiques pour dire « on n'en veut pas ». Donc le discours est bien là. Ceux qui veulent un État démocratique avec toutes les composantes est aussi présent. Mais si on va frapper aujourd'hui
un mouvement comme Daesh, il faut impérativement, je le disais, trouver le contenu politique, parce que c'est avec ce contenu politique que l'on peut ensuite mettre toutes les parties au défi. Ou vous êtes partie de ce projet, ou vous serez combattu si vous restez à l'extérieur. Or, il n'y a pas ce projet. Et ce projet doit être construit avec la coopération de la Russie et avec la coopération de l'Iran. Autrement dit, autant l'effort militaire que l'effort diplomatique. Mais on a l'impression que les gouvernements n'ont plus la capacité de faire les deux. Or, il me semble qu'en diplomatie internationale et en politique internationale, on a toujours eu deux bras, on a toujours eu deux instruments. Il y a l'instrument de la diplomatie, celui, et l'instrument militaire, qui sert, où l'un sert l'autre. Ici, non. Ici, on va s'user dans une campagne militaire sans rien dire de clair aux Syriens, ni rien dire de nécessaire aux pays qui soutiennent le régime. Il y a eu pression en Irak, mais pas en Syrie. Il y a eu pression sur l'Iran, non pas pression, mais une demande américaine qui était « nous n'interviendrons contre l'État islamique si vous acceptez, que si vous enlevez le Premier ministre, si vous changez le Premier ministre ». Eh bien, du jour au lendemain, le gouvernement de Téhéran a abandonné le Premier ministre, qui était son meilleur allié, Nouri el-Maliki, et a accepté de le changer. Alors, l'a changé par un autre homme du même parti politique. Peu importe, on a déverrouillé la situation. Et les Américains ont obtenu en 24 heures ce qu'ils souhaitaient. Et là, ils ont lancé leur campagne. Après que l'Iran ait fait pression pour que Nouri el-Maliki s'en aille. Pourquoi ne peut-on pas aujourd'hui obtenir la même chose en Syrie ? C'est de cela qu'on a besoin, une coopération russo-iranienne pour dire Assad doit passer la main à quelqu'un, dans un processus contrôlé où nous savons qui va venir, nous savons qui on va mettre avec lui, nous savons quel sera ce gouvernement de transition, nous savons comment l'armée doit être recomposée et les services de sécurité, etc. Il faut un plan de stabilisation pour ce pays et tout ce qui va avec. Donc la formule politique, elle est trouvable. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est que personne ne la formule. Alors, pourquoi on ne la formule pas ? Il n'y a pas beaucoup d'explications, sinon que on a sous-estimé la gravité de cette crise pour y consacrer l'énergie nécessaire, le temps nécessaire, l'effort nécessaire des grands diplomates pour véritablement travailler à la solution de cette crise. Un des grands médiateurs de ce conflit, M. Brahimi, pour ne pas le nommer, nous disait parler à un groupe d'opposants syriens en disant « Je vais vous décevoir, mais chaque fois que nous sommes dans des réunions avec les Américains, les Russes, les géants du Golfe, qui vous voudrez, on parle de tous les dossiers, et puis vers la fin, on dit « Ah oui, au fait, et la Syrie ?» Bon, autrement dit, la Syrie n'a jamais été traitée sérieusement. Et c'est ça, je pense, qu'aujourd'hui, on se dit, avec toute l'horreur qui se manifeste, est-ce qu'on va enfin saisir la gravité de cette situation et lui consacrer l'effort nécessaire, y mettre ce qu'on appelle du capital politique, la crédibilité, mettre sa propre crédibilité politique en jeu pour aller voir les Iraniens, les Russes, les dénoncer tous les matins en disant « ça continue à cause d'eux, ça continue à cause d'eux ». Et la bataille, le combat contre Daesh, ça leur bénéficie et ils ne veulent rien faire en échange. Ça paraît schématique, ce que je décris, mais malheureusement, on ne prépare même pas le terrain médiatiquement et dans les esprits à ça. Au lieu de ça, on laisse flotter cette espèce de perspective de « Ah, on va peut-être se remettre... on va recommencer à coopérer avec le régime Assad parce qu'il est seul à avoir la capacité de combattre. » Bon. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que cette capacité existe, mais on entretient cette illusion et on empoisonne ce qui pourrait se faire par ailleurs. Merci beaucoup. On va prendre donc peut-être 2-3 questions, des groupes de 2-3 questions. Je demanderai de poser une question la plus brève possible, qu'on ait un débat le plus riche possible également. Il y a un monsieur derrière vous. Juste... Bon, on va commencer. Merci beaucoup, Basma. 2 questions. Comment expliquez-vous
le peu de respect international pour l'armée syrienne libre. Ce qu'on lit en général, c'est qu'elle était inexistante, une non-armée. Est-ce qu'il n'y a pas de voix qui s'élève pour la défendre en dehors de la vôtre, qui est très célèbre? Deuxième question, la France dans tout ça. Est-ce qu'il n'est pas regrettable que nous ayons pas d'ambassadeur, pas d'informations réelles de l'intérieur sur ce qui se passe en Syrie? Parce que je partage entièrement votre point de vue là-dessus. Ça ne peut pas durer, mais je ne sens pas dans notre pays non plus ce désir de changement de régime. Bonjour. Alors, je me permets une analyse rapide. Pour moi, la Syrie, pas depuis mars 2011, mais très rapidement, pour moi, c'est une sorte d'étoile noire. C'est-à-dire que le régime tombe. Alors, c'est une sorte d'espoir que vous m'avez donné, parce qu'effectivement, j'ai compris que le régime est en train d'être sapé de l'intérieur, il était de l'extérieur. Et effectivement, à force de combattre, il perd des forces et il est en train de se saper de l'intérieur. Bon, évidemment, personne ne peut dire dans combien de temps il tombera, mais il va tomber. Moi, je considère qu'on peut appeler Daesh l'État pseudo-islamique. Moi, je l'appelle aussi le daéchisme, parce que c'est un mouvement. Quant à la situation régionale, il y a effectivement un manque de lucidité, parce que pour moi, la Russie est dans une position à la fois géostratégique et idéologique. Géostratégique parce que évidemment, Tartus, il y a les bases là où les bases, je ne connais pas exactement la situation militaire, là où les bases militaires russes en Méditerranée, et c'est le seul endroit, à ma connaissance, d'une part, et puis il y a une position idéologique vis-à-vis des États-Unis pour contrer et pour avoir une position au Moyen-Orient. Pour l'Iran, il y a, d'après ce que j'en comprends, il y a effectivement une situation contradictoire parce qu'il y a à la fois Daesh et il y a la situation en Syrie. Mais eux, ils soutiennent coûte que coûte, j'ai l'impression, le Hezbollah. Et le Hezbollah n'existe pas sans le régime de Damas. Voilà. Donc, et ma question, j'ai une ou deux questions, pardon, je suis un peu long, c'est pas une question professionnelle, sur les chrétiens. Est-ce qu'il y a des défections? Est-ce que les chrétiens sont attentistes? Est-ce qu'il y en a qui se partagent entre le régime et certains basculent très peu ou plus du côté de l'armée syrienne libre? Et les alaouites, est-ce qu'il y a des défections ou c'est juste un mouvement de contestation, de dire ça suffit, on a payé un trop lourd tribut au régime et on le laisse tomber. Voilà. Quelles sont les perspectives selon vous? Après, j'avais des questions, j'allais dire militaires sur le terrain, sur Kalamoun, etc. Et sur la, voilà, mais ça va, c'est trop loin, trop long, pardon. Bien, les questions, cher Xavier, concernant l'armée libre. Le problème de l'armée libre, c'est que on l'a baptisée armée libre. En réalité, c'était des petits groupes qui se sont armés pour protéger leur zone, leur quartier, leur localité, leur village, leur ville. Bon. Ces petits groupes continuent d'exister, mais comme ils ont émergé un peu partout, ça n'a pas été un mouvement qui est parti du haut. Il n'y a jamais eu une structure au départ pour dire il faut former une armée libre. Il y a eu des défections de militaires, c'est ceux-là qui ont annoncé la création de l'armée libre, mais ceux-là n'étaient pas ceux qui avaient porté des armes sur le terrain pour protéger leur région. Bon. Alors nous avons donc une espèce de fragmentation, mais naturelle, parce que ces groupes sont solidement ancrés dans leur localité, ils restent très proches de leur famille, de leur population, de leur milieu social. Le phénomène qui s'est produit, c'est que ces groupes n'ont pas reçu d'aide extérieure, ou très, très, très peu. C'était un homme d'affaires démocrate dans sa tête qui voulait soutenir. Et c'était donc des individus qui soutenaient ces gens-là.
lorsque la situation s'est militarisée sur le terrain, nous avons eu un afflux de financement en provenance des pays du Golfe. Parfois des gouvernements et plus encore de réseaux privés, parce qu'il y a un argent infini dans la région du Golfe, chez des hommes d'affaires, chez le milieu des tribus, qui ont leur prolongement naturel. Des tribus traversent toute la région. Nous avons des tribus qui partent d'Arabie Saoudite, qui sont en Syrie, c'est les mêmes familles, ils se marient entre eux, ils se connaissent. Donc il y a des réseaux comme ça qui sont en dehors des États. Et puis il y a surtout des milieux extrémistes religieux qui sont soit dans les institutions religieuses, soit planqués dans des soi-disant institutions culturelles, de protection du patrimoine ou n'importe quoi, et qui gèrent des sommes absolument colossales. Dans ces milieux, les islamistes ont pris, ils ont le contrôle de sommes considérables et ils ont transféré vers la Syrie beaucoup d'argent, ainsi que parfois des combattants, mais surtout beaucoup d'argent. Les conditions attachées à cet argent, c'était il faut demander un État islamique, il faut un discours islamique, c'est leur programme, ils le veulent pour l'ensemble de la région, ils voient l'opportunité de le faire en Syrie aujourd'hui, plutôt qu'ailleurs, ils vont se concentrer sur la Syrie. Et c'est comme ça que ce phénomène de l'armée libre a commencé à s'est fragmenté idéologiquement, si vous voulez. Ces islamistes, il y a un peu d'islamistes plutôt modérés en Syrie, mais franchement, on n'avait jamais vu des extrémistes. Ils n'existaient pas. En Syrie. Il y a les frères musulmans. Alors, on ne les aime pas. Moi, personnellement, je n'aime pas leur programme politique. Mais en fait, si on peut parler politique, on peut parler politique avec des groupes. On n'a pas besoin de se faire la guerre. Mais la question n'était plus là. La question était des djihadistes, des salafistes, des gens qu'on ne connaissait pas, qui venaient verser leur argent en échange d'un discours politique nouveau. Ce discours politique a beaucoup, beaucoup affaibli la révolution et sa légitimité. Et les petits groupes qui, eux, portent les valeurs de la révolution et contre la dictature, ces petits groupes ont été vraiment mis en minorité par absence de moyens. Ils n'ont pas abandonné le combat, mais une partie d'entre eux ne font rien. Puisqu'ils n'ont pas les moyens de se battre. Donc ils ont une arme, ils n'ont pas de munitions, et puis ils attendent. Peut-être qu'un jour, on viendra les trouver pour leur dire qu'on va leur donner les moyens de combattre. Pendant ce temps-là, ces groupes islamistes ont pris beaucoup plus d'importance. Avec beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup d'armes, ils se sont formés en groupes, et ça c'est très important, en groupes de plus en plus importants et cohérents, parce que quand il y a de l'argent et des armes, on construit une hiérarchie et le respect de la hiérarchie et des chefs, et des combattants qui écoutent les chefs, et on arrive beaucoup plus facilement à regrouper et à intégrer les forces. C'est ce que l'armée libre, qu'on appelle l'armée libre parce que ce sont les non-islamistes, n'ont pas pu faire. Or, les mouvements islamistes ont dit « Ah ben nous, on ne fait pas partie de l'armée libre, nous, on est le front islamique ». Et puis, on a eu donc cette fragmentation. Ce qui est important, c'est que dans les 6 derniers mois, les États-Unis sont intervenus de manière plus autoritaire auprès des monarchies du Golfe pour dire maintenant ça suffit, il faut trouver prendre les mesures qu'il faut pour que ces réseaux cessent. À supposer que les gouvernements ne sont pas impliqués, puisque c'est ce que vous nous dites, essayez en tout cas d'arrêter ces flux. Alors, les flux en provenance du Golfe se sont beaucoup ralentis vers les groupes islamistes. Et ça, c'est très important parce que l'argent a commencé à aller en direction des groupes plus modérés, et des groupes nationalistes, on va les appeler démocrates nationalistes. Ces groupes, aujourd'hui, sont beaucoup plus importants. Ils constituent, eux, le commandement de l'armée libre. Ils ne sont plus contestés par les groupes islamiques qui ont beaucoup baissé leurs exigences et qui demandent même à rejoindre l'armée libre. Donc tout est une question d'argent et d'armes, très largement une question d'argent et d'armes. Et puis, ce qui manque encore, c'est une stratégie à l'échelle nationale. Je dis, ce sont des groupes locaux. Ils n'ont pas la capacité de formuler une stratégie nationale. Ils sont dans l'attente qu'une force plus importante, plus agrégée, arrive à formuler cette stratégie nationale.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait Alep d'abord, on fait Raqqa d'abord, on fait Damas, on fait quoi? Qui est-ce qui dit précisément ce qu'il faut faire? Quel est le plan exactement sur un an? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, personne n'a jamais formulé ce plan, pas plus les Américains aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un besoin urgent d'un plan militaire. Mais un plan militaire, ce n'est pas que combattre Assad et combattre l'État islamique. C'est qu'est-ce qu'on met à la place? Comment on stabilise tout de suite? Comment on ramène la sécurité dans des zones où on a combattu les forces dont on veut se débarrasser? Donc c'est tout un plan qui intègre du civil et du militaire. Ça n'est pas quel est le plan de guerre? C'est bien plus que ça. Il faut ramener cette Syrie. Il faut qu'elle existe demain. Il ne faut pas la livrer à des forces qui vont encore créer du chaos. Donc tout cela est important pour comprendre ce que cette armée libre peut faire ou ne pas faire selon les sources de financement qu'elle reçoit. Alors, la faiblesse, c'est quand même l'opposition politique. Et ça, je vous l'accorde, elle n'a pas été en mesure de s'organiser. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour s'organiser. Elle a d'ailleurs besoin de peu d'argent. Et si elle en a plus, en général, c'est mauvais signe. Il vaut mieux qu'elle en ait peu, parce qu'elle-même n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Elle en demande pour l'armée libre. Mais l'opposition n'a pas beaucoup travaillé à construire une coalition de forces avec un projet qu'elle met en œuvre, avec un plan opérationnel. Alors là aussi, elle dira, on n'a pas eu les soutiens qu'il faut, etc. C'est moins vrai que pour l'armée libre. L'armée libre ne peut rien faire sans soutien. Les politiques peuvent faire quelque chose. Donc je pense que oui, il y a une faiblesse endémique qui est l'opposition politique n'est pas vraiment capable de s'organiser, elle n'a pas été capable en 3 ans de créer des institutions alternatives qui inspirent confiance, qui produisent des projets, qui travaillent sur le terrain. La France vient là, dans cette case. Pourquoi? Parce que la France a eu une position très cohérente depuis le début. Assad doit partir, il faut donc construire une opposition, il faut parier sur l'opposition syrienne et sur l'armée libre. Or, cette opposition n'a pas été assez forte. Donc, pour la France, c'est difficile de ne pas avoir un partenaire fiable en face de soi. Ce partenaire fiable, il me semble, moi, aujourd'hui, qu'il ne sera construit que par un plan de stabilisation. Donc, c'est le militaire et l'organisation du terrain et la stabilisation du terrain qui peut produire un acteur politique crédible, et pas le contraire. L'acteur politique n'a pas réussi jusqu'à ce jour. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que c'est plutôt par ce biais-là qu'on peut reconstruire quelque chose aujourd'hui. La France n'a pas eu de partenaire fiable dans les pays du Golfe. Certains ont fait un peu n'importe quoi, en tout cas des choses qui n'étaient pas dans le projet initial, et puis n'a pas eu surtout un partenaire fiable en M. Obama. Parce que la France était décidée que l'an dernier, il fallait frapper quand Assad n'a pas respecté une ligne rouge. La ligne rouge était claire, il fallait faire quelque chose. Rien n'a été fait à ce moment-là, donc on a perdu beaucoup de crédibilité et Assad s'est senti renforcé et donc a profité de la situation. Tout ça fait que je crois... Alors, on dira peut-être, en réel politique, il faut connaître quels sont ses alliés et ses partenaires, s'ils sont fiables ou pas fiables. C'est donc un échec. Je ne sais pas si c'est un échec, mais en tout cas, le grand échec, c'est celui de M. Obama, dont toute l'administration aujourd'hui lui dit, il y a 2 ans, on vous avait dit, c'est très dangereux, on vous a présenté des plans en vous disant, voilà ce qu'il faut faire. Il faut absolument arrêter les forces qui avancent là et là. Il faut arrêter Assad ici et là. Vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, nous avons à Washington un Congrès qui est convaincu, un Pentagone qui est convaincu, un département d'État qui est complètement convaincu et une CIA qui est complètement convaincue qu'il faut faire quelque chose de décisif en Syrie, qu'il faut changer cette situation sur le terrain et avoir une vraie stratégie. Obama continue de dire non, c'est l'Irak mon problème. La Syrie, ce n'est pas mon problème. Donc on continue de souffrir de ce problème et il sera toujours minimaliste dans tout ce qui sera fait en Syrie. Pas assez et toujours trop tard. Et c'est ça, je crois, le grand drame de la Syrie. Concernant l'Iran, écoutez, je pense que oui, l'Iran a un intérêt majeur, c'est celui de la voie de passage en Syrie pour le Hezbollah.
Alors, ils ont un autre discours en disant Assad a été un allié fiable et fidèle dans les moments difficiles que l'Iran a traversés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on leur dit qu'est-ce que c'est que votre intérêt vital en Syrie, ça va être forcément la voie de passage pour le Hezbollah. Mais si l'Iran était intéressé, je pense qu'il aurait essayé de négocier avec des opposants du régime pour savoir s'il peut s'assurer de la continuation de cette voie de passage pour le Hezbollah, après tout. Bon. Peut-être que l'acteur israélien a un rôle ici. En général, on ne rentre pas dans le détail, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est certainement ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce. Hein. Le changement en Syrie est quelque chose que, pour l'instant, Israël ne souhaite pas, ne voit pas l'alternative. Et le Hezbollah et la présence de l'Iran, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Mais si Assad s'en va, une des exigences d'Israël sera il faut absolument que cette voie de passage pour le Hezbollah s'arrête. Si un autre gouvernement devait renouveler cet engagement auprès des Iraniens, ça ne plaira pas aux Israéliens, c'est évident. Mais voilà, je crois que pour l'Iran, si vous voulez, il y a un courant idéologique déterminé à défendre, à utiliser la carte chiite dans la région pour développer la présence iranienne. Beaucoup de gens disent en Iran, on est convaincu que si Assad tombe, ce sera le prochain régime à être pourchassé, ce sera celui de Téhéran. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Je crois que tout le monde accepte qu'il y a un régime de République islamique en Iran, c'est plus le problème. Il faut arriver à le discipliner sur le plan nucléaire, sur le plan régional. Bon, je ne vois pas vraiment des acteurs qui cherchent activement à renverser le régime là-bas. Mais si vous voulez, pour un calcul rationnel de la part de l'Iran, on se dit si le coût du maintien d'Assad continue d'augmenter pour l'Iran, il y a un moment où l'Iran va comprendre qu'il faut lâcher. Hein. Et ça, je suis convaincu que les Iraniens sont tout aussi rationnels que les autres. Si tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il va falloir doubler la mise pour que Assad reste au pouvoir, doubler la mise, ça veut dire en moyens financiers, en soutien économique et en efforts militaires. Hein. L'armement, mais aussi l'encadrement militaire, puisque je vous le disais, le régime est très, très affaibli sur le plan de ses structures et de sa cohérence. C'est des conseillers directs iraniens qui dirigent des opérations, qui prennent les décisions, qui même négocient quand il y a une zone assiégée où il faut lever le siège. On a affaire à des officiers iraniens directs. Hein. Donc on sait combien ils sont présents en Syrie. Vous avez évoqué les chrétiens et ensuite les alaouites. Alors, en un mot, les chrétiens ont décidé de ne pas combattre. Ça, c'est très important, parce que le régime a essayé de les engager dans les batailles. Il a distribué autant d'armes qu'il pouvait. Ils ont refusé. Les chrétiens ont voulu se maintenir à l'extérieur, à l'écart du combat. Les musulmans sunnites ont eu un discours très peu rassurant pour beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire ce discours islamique, évidemment, a rebuté les chrétiens qui se sont dit c'est quoi le projet? Autre qu'Assad, si on a un projet, il faudrait qu'il soit tout de même, qu'on y trouve notre place. Donc il y a eu des discours vraiment très maladroits ou radicaux ou sectaires de la part de beaucoup de chefs de groupes militaires, de quelques dirigeants de l'opposition, d'islamistes. Bon, c'est certain que ça a un effet tout à fait ravageur sur les chrétiens. Mais il faut aussi se dire que les chrétiens... Alors, objectivement, les chrétiens ne sont pas visés. Ils ne sont pas visés en Syrie. Ils n'ont pas été visés en tant que chrétiens. C'est-à-dire que quand il y a attaque sur une zone, ils sont malheureusement victimes comme tous les autres, mais pas plus et pas moins. C'est exactement, ils ont le même sort que le reste de la population. Ils ne sont pas visés militairement et sur un plan sécuritaire. Ils sont plus inquiets d'un système politique qui ne leur fait pas la place qu'il faut. Et ça, on comprend.
Mais ça n'est pas tellement un problème sécuritaire, c'est un problème d'ordre politique et de droit et de statut de citoyen. Les minorités, autant les chrétiens que les druzes, ont décidé qu'ils ne prenaient plus parti, qu'ils ne prennent pas parti pour les uns et les autres. Les druzes, il y en a qui ont rejoint l'armée libre, d'autres qui combattent encore dans l'armée d'Assad, mais les zones druzes, avec leur chef, disent « nous, on s'arme pour se protéger, et puis on ne fait plus rien. On n'intervient plus, on n'est ni pour les uns ni pour les autres, on n'écoutera ni Assad, ni l'armée libre, ni quiconque. Nous, on se barricade chez nous, et puis on protège notre région, on verra bien. » Comme il n'y a plus de projet national qui est présenté, eh bien les communautés s'organisent. Sauf que pour les chrétiens, ils n'ont pas de zone géographique où ils peuvent se concentrer, à supposer qu'ils aient cherché à le faire. Donc la question se pose autrement. Elle se pose vraiment en termes de statut. Elle se pose aussi pour les druzes, mais le phénomène de retrait communautaire et de repli sur la communauté, avec, y compris pour les druzes, la protection militaire, ça c'est un phénomène qui paraît assez naturel chez toutes les minorités. Enfin, les alaouites, les défections. C'est très difficile d'imaginer qu'elles vont faire défection. Les signaux qu'on a sont les premiers, à vrai dire. Ils ont juste l'impression d'être... Oui, absolument. Ils sont là. Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'opposants politiques alaouites qui sont sortis, qui parlent librement contre le régime, qui le dénoncent, etc. À l'intérieur, c'est très difficile parce que la communauté est doublement surveillée par le régime. C'est encore plus difficile d'être opposant dans les zones alaouites que dans les zones non alaouites que contrôle le régime. Donc les alaouites se tiennent à l'écart. Ils ont bien sûr un vrai danger sécuritaire. Il ne faut pas le nier, il faut au contraire le regarder en face et se dire qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter. Le jour où ils auront, à mon avis, ça n'est pas pour les rassurer, en les rassurant par le discours qu'on peut arriver à grand-chose. C'est uniquement le jour où ils verront qu'il y a un plan crédible de sécurité et de stabilisation du pays, avec des forces de sécurité, avec une armée, avec des forces capables de restaurer la paix et la sécurité à travers le pays. Ce jour-là, quand ils sauront qu'ils peuvent, eux, participer à cette force, en être membres pour protéger leur propre région, qu'il y a un projet national, que celui-ci est financé, soutenu, qu'il y a des têtes qu'on reconnaît et une direction, là, je pense qu'il y aura des défections. Autant des alaouites que des non-alaouites, mais je pense qu'on aura à ce moment-là des alaouites. Parce que là, ils comprendront qu'il y a un projet alternatif. Pour l'instant, ils vont faire défection pour aller où ? C'est ça la question, la vraie question. Merci beaucoup. On va reprendre une série de questions, s'il vous plaît. Madame, attends, il y a le micro qui arrive. Merci, madame. Et ne pensez-vous pas que si la France, parce qu'ici nous sommes tous des amis des Syriens évidemment, mais nous sommes aussi tous, enfin nous sommes français pas mal, et ne pensez-vous pas que si la France n'a pas de projet politique, et tout simplement projet politique de sortie de crise, encore au-delà, c'est parce qu'elle n'a réellement aujourd'hui plus aucune politique arabe digne de ce nom, et bien moins encore qu'avant, parce qu'avant on a eu quand même des grands moments, voilà. Mais là aujourd'hui c'est une suite de palinodies, on avance, on recule, en extérieur comme en intérieur d'ailleurs. Je voudrais savoir si les choses que j'ai entendues sont réelles, les bruits qui courent, à savoir que ce gouvernement qui est prompt à changer de ministre et de conseiller, très prompt, aurait, paraît-il, écarté tous les diplomates de qualité arabisants, ou beaucoup, en tout sinon ils se taisent, et ses conseillers. Et qu'aujourd'hui, autour de M. Hollande, comme un peu à la fin autour de M. Sarkozy, il n'y a plus effectivement d'amoureux de la Syrie et du monde arabe au sens large, mais intelligent, ouvert. Il serait écarté. On peut dire qu'effectivement aussi, il y a énormément de conseillers qui ont des attaches avec Israël, qui ne se gênent pas pour le dire. Donc ça peut effectivement faire que notre politique arabe, moi, je le crois profondément. Je crois qu'il y a des incompatibilités
Et au niveau de l'État, à un certain moment, si nous avions eu un président lié à Israël, comme le disait M. Strauss-Kahn lui-même, chaque matin où je me lève, je me demande ce que je vais faire pour mon pays Israël. Moi, ça me posait un vrai problème moral. De toute façon, je n'aurais pas voté pour lui, mais ça me posait un vrai problème moral. Et autour de moi, beaucoup d'amis qui ne sont pas forcément du même bord, sans doute plus à droite, avaient les mêmes réserves. Mais je pense qu'on n'a pas de politique arabe et c'est tragique. C'est tragique, on s'enferme, nous faisons les mauvais choix. Avec l'Égypte, on a fait les mauvaises prévisions. On stigmatise les musulmans de France. Ça en fait partie, tout ça aussi. Je voyais encore hier à un concert, on a fait les choristes se sont arrêtés de jouer pour faire sortir un couple du Golfe qui était devant. L'épouse étant voilée. Bon, c'est epsilonesque, mais c'est tellement pathétique. On en est presque là. Alors ça, j'aimerais savoir sur surtout cette absence de conseillers arabes dignes de ce nom auprès de notre président. Vous devez le savoir parce que vous êtes mieux informés que moi, j'en suis certaine, mais vous avez du travail. Je vais essayer d'être bref. Mais merci en tout cas à Basma pour mettre à jour toutes ces dynamiques parce que c'est un peu confus effectivement. Il y a un ennemi numéro 1 qui est Daesh et l'ennemi numéro 2 qui est le régime. Est-ce qu'il n'y a pas... Pour combattre cet ennemi numéro 1, il y a cette coalition internationale. Est-ce qu'il n'y a pas au sein de cette coalition internationale une sorte de cheval de Troie, je dirais des gens qui sont là, mais qui espèrent bien faire tomber l'ennemi numéro 2 en combattant l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire combattre Daesh, c'est aussi une certaine, je pense aux Saoudiens, c'est aussi une certaine façon d'essayer d'en profiter pour faire tomber le régime. Merci. Ma question sera beaucoup plus terre à terre. Je voudrais savoir comment s'organise la vie dans les zones contrôlées par le régime, à Damas notamment. Est-ce que les administrations fonctionnent? Est-ce que l'approvisionnement est normal? Est-ce que la vie économique est normale, etc. Ce sont des choses qu'on voit très peu dans les journaux. Merci. Bien. Je ne sais pas si votre diagnostic de l'entourage des décideurs en France, à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, est exact. Peut-être l'est-il, je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas, en tout cas, je ne l'ai pas lu de cette manière-là. Il est possible qu'un certain nombre de conseillers arabisants aient pris des postes ailleurs. Je crois que la question syrienne, pour être d'abord sur la question syrienne, et peut-être ensuite on peut dire un mot de la politique arabe, la question syrienne a été une question très ingrate pour les diplomates parce qu'ils étaient perdants tout le temps. Et qu'au bout de 3 ans, quand rien ne marche, on finit par prendre le blâme. Hein, c'est comme ça. Donc, dans une carrière diplomatique, politique, ça n'est pas une bataille qui vous valorise et qui vous fait avancer. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est une situation très dangereuse. Il n'y a pas de scénario positif. Donc c'est très frustrant, c'est désespérant même. Peut-être que si je n'étais pas syrienne, j'aurais décroché moi aussi. Mais moi, je n'ai pas le choix, à la différence d'un diplomate français. Donc je pense qu'il y a une part de cela. Hein, qu'un conseiller ait suggéré un certain discours et qu'ensuite ce discours ait été discrédité par les événements ou par le retournement de l'Amérique ou par le comportement d'autres acteurs. Tout ça n'est pas maîtrisé ni par le conseiller en question, ni par le décideur. Le fait est que le conseiller se trouve blâmé pour avoir poussé son dirigeant dans une certaine direction. Il y a des dynamiques comme ça qu'il ne faut pas négliger. À mon avis, sur cette crise, elles ont joué. Elles ont dû jouer. Donc les gens s'en vont, préfèrent s'occuper d'un autre dossier. Le côté pro-israélien, je pense qu'il est très difficile à vraiment mesurer. Son impact sur la crise syrienne, je veux dire. De façon plus générale, oui. Mais sur la crise syrienne, c'est plus difficile. Parce que il y a certainement un impact qui est que l'engagement américain, européen, français
est resté en deçà de ce qu'il fallait. Peut-être parce qu'il y a des moments où Israël intervient pour dire non. Pas ce type d'armes, pas ce type de soutien, pas ces groupes-là, pas cette région-là, etc. Donc, ce facteur, on ne le connaît pas. C'est vraiment une inconnue. Donc, on ne peut pas vraiment supputer des interventions. Mais il est évident, si vous voulez, que la non-fourniture d'armes antiaériennes par les États-Unis, et la France pouvait le faire aussi si elle avait un feu vert américain, était non seulement les États-Unis et l'Europe ne le faisaient pas, mais les États-Unis intervenaient sur le marché noir pour racheter tout ce qu'il pouvait y avoir comme arme antiaérienne pour s'assurer que jamais aucune arme antiaérienne n'arrivera aux mains des rebelles syriens. Bon. Ça, c'est un... Est-ce qu'on l'impute à Israël? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, Israël fait partie de ceux qui ne souhaitent pas voir des armes de ce type-là entre les mains des rebelles. Bon. L'autre discussion, c'est fallait-il en envoyer? On l'a dépassé maintenant, c'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard, mais on est dans un autre type de débat. Comme vous savez, c'est Daesh qui nous intéresse pour l'instant. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de politique arabe? Oui, je crois qu'il y a une perte de vision d'ensemble de ce qu'est cette région. On ne la voit plus qu'en termes religieux et qu'en termes sectaires. On ne voit plus que des chiites, des sunnites, des chrétiens, des druzes. Je ne sais plus quel représentant d'un parti politique l'autre jour me disait « Ah, notre projet pour l'année qui vient, là, c'est une grande conférence sur les minorités au Proche-Orient. » Je dis, je vous en supplie, mais demandez aux Irakiens, ils ont tous envie d'être ensemble. Ils font des communiqués, leurs intellectuels publient des grands communiqués en disant, nous sommes tous Irakiens, nous voulons être ensemble. Les Syriens font la même chose, les Yéménites font la même chose. Mais écoutez les sociétés, arrêtez de leur dire qu'ils sont chrétiens, sunnites ou druzes ou chiites. Et ça, c'est vrai, c'est une conséquence de... l'émergence de ces mouvements avec un discours radical, mais aussi, je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne sait plus manier l'instrument militaire en même temps que l'instrument diplomatique? Il y a quelque chose qu'on a perdu dans les compétences des affaires publiques qui paraît un peu étrange. Et cette fragmentation de l'image de cette région est quelque chose qui se produit, parce qu'il y a un peu de mouvements qui vont dans ce sens-là, ou en tout cas le discours radical d'une majorité fait que les minorités vont se sentir évidemment mal à l'aise, menacées, etc. Donc, mais prenons plutôt le problème par là où il faut le prendre, à sa source. Ces mouvements sont des mouvements dangereux pour la stabilité de cette région. On parle à des dirigeants responsables et on redit quel est l'avenir de cette région. Est-ce qu'on veut garder les frontières de ces pays comme ils sont? Alors on travaille dans ce sens-là. On ne travaille pas à défendre les minorités. C'est idiot. Bien sûr qu'il faut défendre les minorités, mais il faut défendre tout le monde. Il faut défendre aussi les gens qui meurent tous les jours. S'ils sont arabes et sunnites, ils meurent tout autant, sinon plus d'ailleurs. Bon. Donc il faut quand même reprendre la mesure des choses. Et ça, c'est vrai que nous avons perdu cette vision d'ensemble du monde arabe, la politique arabe. C'est un terme que vous avez employé. On a l'impression qu'il appartient à une époque révolue, malheureusement, parce qu'il y a bien encore un monde arabe. Mais plus personne ne le perçoit comme ça. Et le danger de la perception en fragments de cette région, ça 10 ans et on aura une réalité territoriale de ce type-là. Si on imagine un instant qu'elle peut être stable, eh bien, je crois qu'on se trompe vraiment. On aura des petites guerres à l'infini. Et comme disent certains Syriens, ça va être encore pire quand... non pas parce que Assad est tombé, mais quand Assad tombera, et qu'on n'aura rien fait pour créer une autre source de stabilité, on est dans un schéma de désintégration à l'infini, de descente aux enfers. Voilà, alors dire à la Syrie qu'elle est arabe, elle fait partie d'un ensemble régional, et là il faut un projet pour cette région. Alors s'il est arabe, il va gêner les minorités non arabes, les Kurdes, Israël, Bon, alors parlons d'un espace démocratique, parlons d'un espace, comme toutes les régions du monde, on aspire dans cette région du monde à nouveau à la dignité, à la démocratie, aux libertés et à la citoyenneté.
On aspire à la citoyenneté. Si on dit aux gens ce que c'est que la citoyenneté, ils veulent tous la citoyenneté. Ils ne veulent pas autre chose. Ils ne veulent pas leur communauté. Ils ne veulent pas leur ghetto. Ils veulent la citoyenneté, oui. Alors est-ce que les uns et les autres ont des arrière-pensées? Ils ont bien plus que des arrière-pensées. Ils sont en train d'exiger que l'objectif soit quand même la chute du régime. Parce que aussi bien la Turquie que les pays du Golfe disent, attention, tout ça a commencé un jour où Assad devait partir. Et s'il n'est pas parti, on n'est pas venu combattre le monstre qu'il a créé sans le combattre lui. Bien. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'essentiel dans ce que disent les pays qui veulent le départ d'Assad. Nous sommes devant un générateur de violence qu'est le régime. Donc, il faut que le plan implique le départ, enfin l'écrasement du mouvement Daesh et le départ d'Assad. L'un sans l'autre, et le premier ne sera réalisable que si l'autre est clair. Il ne sera réalisable que si l'autre est clair. Parce que les combattants sur le terrain, si jamais ils comprennent que Assad va rester, je vous assure qu'ils ne combattront plus Daesh. Et il est là le drame. Et après, on recommencera à dire « Ah, mais tous les Syriens en fait, ils sont tous tentés par Daesh ». On risque de voir des combattants dire « Ah non, si c'est ça, nous, on n'y va pas ». Et ça, c'est très, très dangereux pour la stratégie actuelle. Parce qu'un avion qui tue 10 Daesh, il y aura 100 qui rejoindront Daesh à côté. C'est à l'infini. Il y a un vrai risque. Et le grand constat que l'on fera à ce moment-là, c'est que la manipulation de départ, qui est celle d'Assad, qui est celle de générer ce mouvement et de laisser prospérer en Syrie, la boucle est bouclée et nous, on rentre dans son jeu complètement. On se laisse manipuler de bout en bout. Il a créé ce monstre, il nous fait venir pour le combattre maintenant, pour le remettre en selle. Alors, on joue ce jeu-là, on se laisse manipuler de cette manière-là. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et je pense qu'au lieu de faire ce que font les États-Unis et l'Europe, faut faire comprendre au soutien du régime, aux alliés du régime, que non, on ne joue pas. La vie quotidienne, est-ce qu'elle intéresse encore quelqu'un, cette vie quotidienne? Dans les zones du régime, la population vit avec un approvisionnement alimentaire convenable, des coupures d'électricité très importantes, de l'ordre de 12 heures par jour, et des prix qui ont flambé, qui sont très, 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 très élevés. Par exemple, ils ont augmenté le prix de l'électricité du jour au lendemain, plus du double, hein, parce que l'économie ne suit plus, parce que les moyens financiers du régime ne suivent plus. Est-ce que les administrations fonctionnent? Alors nous, bien sûr, on parle... moi, j'ai ma famille à Damas, par exemple, donc c'est toujours une question assez anodine, mais on arrive à comprendre. Les gens vont dans leur bureau, quand ils peuvent, ils vont dans les administrations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces administrations, elles continuent d'exister. Elles continuent de payer les salaires, elles continuent de faire ce qu'il faut, les pensions, les retraites, tout fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il n'y a pas de tête. Il y a des gens corrompus qui dirigent, donc ces gens-là, ils continuent d'être là. Et puis vous avez des employés consciencieux qui continuent de faire leur travail. Et ces gens-là, je pense qu'il faut être très attentif au fait qu'ils existent encore, et que c'est à partir de cette catégorie disons, de fonctionnaires que l'on pourra faire redémarrer les institutions de l'État. La bureaucratie doit continuer. Il faut pas la supprimer. C'est clair, ces gens-là sont ni bassistes, ni assadistes, ils sont rien. Ils sont là. Beaucoup d'entre eux aident en cachette des gens en leur faisant leurs papiers, en leur renouvelant leur carte. Beaucoup. Mais
La question, c'est qu'en fait, ils sont là et très consciencieusement, ils continuent à travailler. Ce n'est pas ceux-là qui sont corrompus, c'est les chefs au-dessus, et ils font tourner leur administration. Mais le danger est quotidien parce qu'il y a des barrages dans tous les quartiers, partout. Et il faut savoir que c'est vraiment aux portes du cœur de la ville, c'est pas aux portes de la ville, c'est dans la ville, aux alentours, dans les quartiers, on va les appeler un peu populaires, qui serait l'équivalent pour Paris, ça n'est plus vrai, mais le 19e et le 20e, donc pas le cœur de Paris, le 19e et le 20e par rapport au Marais, voilà, si vous voulez, si on doit décrire. Le Marais étant là où se trouve le président avec les grandes familles qui bénéficient du régime, et puis autour, donc il y a un précaré, celui-là il est impeccable parce que personne ne peut le pénétrer. C'est une zone totalement sanctuarisée. Mais on est devant des barrages et des jets d'obus et autres sur la ville elle-même. Les autres quartiers sont tous touchés. Bon. Donc l'armée libre est en train de progresser. Ce qui est phénoménal, il faut regarder ce que font ce que sont les tunnels qui sont creusés par l'armée libre et les contre-tunnels qui sont creusés par le régime. Et il y a une bataille souterraine en ce moment qui un jour peut-être fera surface, hein, mais il y a un labyrinthe de tunnels extraordinaire, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait le Hamas à Gaza. Bon, c'était vital. Et là, pour eux, c'est vital aussi. Comment on va combattre ce régime? On va arriver par en bas, par en dessous. Donc, il y a des surprises peut-être qui se préparent de ce genre-là. Ça n'est pas tranquille, loin de là. Mais c'est impossible d'obtenir des gens de Damas qu'ils vous racontent au téléphone ce qui se passe. Quand ils sortent, oui, là, on les voit et on les entend. Dans le milieu du régime, on vit dans une impression qu'on peut continuer comme ça. Donc on retourne à l'école, à la rentrée scolaire on retourne à l'école, on continue à vivre très très confortablement. Et pour la petite anecdote, à la rentrée scolaire de cette année, la nouvelle mode, c'est des petits animaux familiers qui sont des petits lions ou bien des petits serpents. Voilà, c'est ce qu'on vient de me raconter. Voilà. Alors les enfants arrivent à l'école avec la grosse voiture, la 4x4, et dans la 4x4, il y a un petit lion qui deviendra grand, évidemment. Mais pour l'instant, c'est un bébé lion. Voilà. On va prendre une dernière question, une dernière série de questions. Oui, ben vous deux, alors. Je voulais juste... Merci, Fatima. Juste savoir, les factions islamistes qui existaient il y a plus que 2 ans, Nusra, le djihadiste, etc., ils se sont intégrés avec Daesh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent seuls? Parce que vous dites que le régime ne touche pas à Daesh. Peut-être qu'ils ne veulent pas ouvrir un autre front, mais ça ne veut pas dire que peut-être que... Parce que les factions étaient les factions qui luttaient contre le régime. Et Nusra, mais on entend des nouvelles de Nusra au nord, aller se soigner en Israël et tout ça. Moi, j'ai vu à la télé Netanyahou qui visitait les blessés de Nusra dans les hôpitaux au nord d'Israël. Alors, il y a un flou là-bas. Et deuxièmement, la question de l'Iran. Moi, je me rappelle quand Kofi Annan était délégué en mission en Syrie, il n'a pas échoué. Il a proposé que l'Iran entre comme partenaire dans la discussion, dans le dialogue. Mais les États-Unis n'ont pas accepté. Et maintenant, on voudrait que l'Iran entre, mais je ne sais pas. Oui, ce sera une question extrêmement rapide. On a parlé beaucoup de la Syrie. Je sais que le sujet, en fait, de débat aujourd'hui, on n'a pas parlé suffisamment de l'Irak. Où est l'armée irakienne dans ce conflit avec Daesh? Il ne faut pas oublier que Daesh, quand même, est à cheval entre la Syrie et l'Irak. Et toutes ces armes
prétendument, qui étaient perdus en fait de l'armée irakienne, sont dans les mains de Daesh, qui sont déployés avec une vitesse absolument énorme en Syrie, avec des combattants de Daesh qui savent parfaitement manipuler ces armes. Or, en fait, autour de Bagdad, l'armée irakienne reste dans leurs casernes. Voilà. Alors, ça va être rapide, pourtant les questions mériteraient plus de temps. Mais sur les mouvements, sur les groupes islamistes, je disais tout à l'heure qu'ils avaient perdu beaucoup de soutien financier. Il n'empêche qu'ils sont encore là, parce qu'ils ont des armes, ils ont stocké des armes, ils ont encore des moyens. Ils continuent d'être un peu soutenus. Une distinction entre deux types de groupes. Les groupes islamistes, y compris assez durs, mais pas Nosra. Ceux-là étaient en négociation avec l'armée libre pour y entrer. Il paraît, et ça, moi-même, je n'ai pas d'informations directes, que même avec des éléments d'Al-Nusra, il y avait des négociations pour les encourager à faire la guerre à Daesh et rejoindre les rangs de l'armée libre, mais sans porter leur projet. Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda. Donc, il est évident que tout ce qui est direction du mouvement, ça, c'est perdu. Ça n'est pas récupérable. Et ça n'était pas la tentative de... Ce n'est pas ces gens-là que l'on cherchait. Mais ce sont les gens qu'ils arrivent à recruter. C'est les pauvres petits types perdus à qui on propose un salaire, une arme, etc. Ils ne savent même pas qui est leur chef. Ils ne savent pas que tout ça aboutit chez les successeurs de Ben Laden et Zawahiri et tout ça. Bon. Alors, il y a une composante dans Nusra qui pourrait affaiblir Nusra. Le problème de Nusra, c'est qu'elle a fait le choix de... il y a deux problèmes. Elle a fait le choix de rejoindre Daesh et elle a été ciblée par les frappes aériennes comme étant un mouvement terroriste, donc méritant le même sort que Daesh. Elle le mérite, si vous voulez, parce que c'est un mouvement terroriste, c'est évident. Le problème, c'est que sur le terrain, Al-Nusra a combattu le régime à la différence de Daesh. Donc, c'est là que la stratégie est la plus vulnérable. La stratégie internationale est vulnérable exactement sur cette question-là. Est-ce qu'on convainc par les frappes, sans leur parler, que le combat est bien contre le régime? Et à ce moment-là, on n'aura plus Al-Nusra dans la bataille avec Daesh. Al-Nusra soit sortira de la bataille parce qu'elle ne peut pas faire partie de la coalition, soit se bat toute seule, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne sera plus dans le paysage, et surtout les combattants syriens de l'armée libre rejetteront Nusra très clairement. Ils comprendront que Nusra, c'est pas notre projet. Notre projet, il est là, il avance et on va y arriver. Par contre, si dans ce projet-là, on leur dit, attendez, il y a peut-être Assad au bout du tunnel, là, ils risquent effectivement de regarder Al-Nusra à nouveau. Donc on a une grande vulnérabilité qui se cristallise autour de ce débat sur Al-Nusra. L'Iran, oui, c'est une erreur de laisser l'Iran à l'extérieur du... L'Iran fait des choses atroces en Syrie. C'est un fait, hein. Mais si on veut travailler, faire de la politique, on prend les acteurs qui ont de l'influence. C'est l'acteur le plus décisif pour changer le comportement d'Assad. Non pas le changer parce qu'il n'a pas changé lui-même, mais pour forcer Assad à faire quelque chose, à s'en aller, à se mettre de côté, à permettre la transition. C'est eux qui décident aujourd'hui. Les interlocuteurs, ce sont eux, ce n'est pas le régime. L'opposition ne devrait même pas s'intéresser à discuter avec le régime. Il n'y a rien à discuter avec Assad. Mais il y a à discuter certainement avec ses alliés, et typiquement l'Iran, je trouve. Donc je pense qu'on a là un acteur tout à fait crucial. Alors les États-Unis n'ont pas été favorables, et là vous avez deux acteurs qui s'opposent à la participation de l'Iran. Vous avez Israël, oui, et parce que tout accord sur la Syrie qui ferait plaisir ou qui ne contrarierait pas l'Iran sera par définition négatif pour les intérêts d'Israël. Donc Israël ne veut pas que l'Iran participe, l'Arabie saoudite ne veut pas non plus que l'Iran participe. Et jusqu'à ce jour, on voit un petit assouplissement. Voilà, on espère que cet assouplissement va bénéficier à la question syrienne. Mais jusque-là, on n'y est pas encore tout à fait, malheureusement. Et ça a pris beaucoup de temps. C'était possible l'an dernier.
enfin, on aurait souhaité que ça ait lieu l'an dernier, ça a beaucoup tardé. On espère que ce sera possible maintenant. Enfin, sur l'armée irakienne, il paraît que l'armée irakienne a repris maintenant le combat parce qu'elle est complètement encadrée à nouveau par des conseillers américains. C'est malheureux, mais lorsque l'Amérique s'est retirée d'Irak en 2010, entre 2010 et 2014, le gouvernement maliki a réinstauré un système complètement sectaire au sein de l'armée et du pouvoir, mais au sein de l'armée surtout. Les chefs sunnites ont été écartés. C'est redevenu une armée confessionnelle dominée par les chiites. Et les sunnites frustrés sont allés voir Daesh. Donc, on a eu 4 années de travail confessionnel monstrueux de la part du gouvernement maliki, totalement irresponsable. Alors là, comme vous savez, au début, dès juillet, les Américains ont envoyé en force 300 conseillers militaires. Ils encadrent complètement l'armée irakienne. C'est eux qui ont le commandement et ils recommencent à l'alimenter en armement. Et elle-même recommence à se battre sur le terrain parce qu'ils ont besoin de forces au sol. Et ces forces au sol, c'est à nouveau cette armée irakienne qui est malheureusement pour l'instant une armée confessionnelle. Il va falloir reconstruire la composante, enfin le caractère national de cette armée autre que à caractère confessionnel. Voilà. Un grand merci Basma pour ce moment passé ici à l'IREMO. Et je vous conseille, pour ceux que la situation en Syrie intéresse, je vous recommande la lecture du numéro de Confluence, Tragédie syrienne, qui est sorti au mois de juillet, dans lequel vous trouverez d'ailleurs une interview de Basma, qui aborde d'autres questions qu'elle n'a pas traitées aujourd'hui. Donc je vous encourage vivement à lire ce numéro de Confluence Méditerranée. Merci à vous toutes et à vous tous.